Ok, donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Ghislaine Dehaene, l'invitée d'aujourd'hui. Ghislaine est une grande spécialiste de la cognition du bébé, en particulier en relation avec l'imagerie cérébrale. Elle a été élève de Jacques Meller, comme pratiquement, je ne dirais pas tous, mais presque tous mes invités. Et ces résultats sont extrêmement importants. On a brièvement évoqué dans l'un de mes cours, le premier cours, je pense, ces résultats sur l'imagerie des enfants prématurés. Vous vous souvenez peut-être, en tout cas peut-être Ghislaine va reprendre ce thème aujourd'hui, je ne sais pas. Et ces résultats sont extrêmement influents au niveau international. Je veux juste citer le fait qu'elle a été récemment élue membre international de la National Academy of Science il y a quelques semaines. Donc, merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup, Luigi. C'est gentil de citer ça. C'était un peu une surprise. Je vais parler en français. Mes diapos sont en anglais. Est-ce que ça va pour tout le monde ou vous préférez que je parle en anglais? Enfin, non, en français, c'est mieux. Ok, alors j'espère que je ne vais pas trop faire du coup de franglish parce que c'est ce qui arrive quand on mélange deux langues. Alors, je devais parler surtout des bases cérébrales du langage et puis comme il y a eu le Covid, on a fait beaucoup de choses que je n'ai pas présentées jusque-là qui sont plus récentes et donc j'ai un petit peu changé mon point pour vous présenter un peu les derniers résultats. Alors ils ne sont pas totalement digérés, donc j'espère que quand même la présentation ne va pas être trop indigeste. Donc moi je ne suis pas du tout linguiste, donc peut-être aussi certaines des choses vont vous paraître un peu naïves dans ce que je dis parce que je suis pédiatre et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de comprendre comment les enfants démarrent, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'ils apprennent à parler, comment ça se passe. Et donc, évidemment, le langage, la parole est une des acquisitions absolument fantastiques des jeunes humains. Et donc, comme vous le savez, évidemment, ce qui en fait la force, c'est qu'il y a des briques élémentaires qu'on peut combiner et que le but de cette combinaison est d'échanger des informations entre deux individus comme ici, et donc de communiquer une information entre deux esprits. Et donc, pour faire ça, les enfants sont quand même exposés à différents problèmes qu'il va falloir qu'ils résolvent. D'abord, ils doivent être capables de traiter cette parole à différents niveaux, hein, depuis les phonèmes jusqu'aux phrases. Ils doivent découvrir en plus comment leur langue maternelle a implémenté toutes les règles dont Luigi vous parle pour combiner ces éléments, doivent comprendre que toutes ces opérations en fait sont nécessaires pour représenter de la connaissance et doivent échanger cette information avec une autre personne. Donc tout ça, évidemment, ça pourrait être l'objet d'un très long cours et donc je ne vais pas évidemment vous parler de tout ça, mais me consacrer un petit peu aux deux aspects qui sont de traiter la parole, donc ce stimulus auditif et linguistique, et de comprendre que cette parole est interfacée avec une signification. Et donc évidemment le modèle de ça, c'est les mots. C'est comment on découvre les mots et comment les enfants, dans une parole qui est très variable, comme on va le voir, et comment ces mots sont attachés ou représentent une connaissance. Alors, évidemment, si on parle de retrouver les mots, d'apprendre des mots, il y a plusieurs problèmes à résoudre à nouveau, parce que quelle est l'unité élémentaire sur laquelle les bébés peuvent se reposer pour avoir des représentations stables et robustes, parce que si effectivement à chaque fois qu'une personne différente parle, ma représentation change, je ne vais pas arriver à avoir de représentation assez stable pour comprendre ce qui se passe.
Le deuxième problème, c'est que la parole est un signal continu et donc évidemment il faut arriver à segmenter ce signal et trouver ce qui pourrait être des mots potentiels. Et enfin, une fois qu'on a même extrait ces formes stables, qu'est-ce qu'elles représentent? Est-ce qu'elles sont juste des associations verbales avec une catégorie? Par exemple, je vois des animaux avec une fourrure, des petites dents, des oreilles pointues et qui font miaou. Bon, bah, miaou est associé, c'est un son qui est associé à cet animal, comme chat est associé aussi à cet animal. Ou est-ce que le mot chat représente vraiment l'ensemble de cette catégorie d'animaux avec toutes ces propriétés associées et donc vraiment ce qui fait la valeur du langage. Et est-ce que tous ces processus, on les a dès le départ? On a les possibilités en tout cas d'avoir l'ensemble de résoudre l'ensemble de ces problèmes, ou est-ce qu'il faut que le bébé soit exposé pendant plusieurs mois pour progressivement acquérir l'ensemble de ces capacités. Alors, le gros avantage qu'on a maintenant, c'est que nous avons l'imagerie cérébrale. Alors, pourquoi c'est un avantage? C'est parce qu'on n'a plus besoin d'attendre la production des enfants, on n'a même plus besoin d'avoir ces réponses très indirectes qu'on avait avant. Moi, j'ai commencé avec Jacques Meller, et donc ma première expérience, c'est en utilisant la succion pour essayer de voir si les bébés étaient capables de discriminer leur langue maternelle d'une langue étrangère, les nouveau-nés. Donc vous imaginez que des réponses très indirectes comme la succion, le temps de regard qu'on utilise beaucoup maintenant, sont des méthodes comportementales un peu indirectes, et donc et qui demandent aussi que le bébé comprenne ce qu'on veut, etc. Sur très peu d'essais, hein, parce que quand vous faites une réponse de discrimination entre, je ne sais pas, je présente des phrases de la langue maternelle. Donc je disais, quand vous faites une réponse de discrimination, par exemple, vous présentez des phrases de la langue maternelle avec de la succion et vous changez de phrase de langue et vous espérez que la succion récupère, évidemment, vous avez un essai. C'est-à-dire, si le bébé, à ce moment-là, il est en train de penser à autre chose, il est en train de s'endormir, etc., vous avez loupé une réponse, enfin, vous avez quelque chose qui devient très bruité. L'avantage de l'imagerie, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de stimuli, c'est ce qu'on va voir, et du coup, ça vous permet d'abord au bébé de comprendre un peu plus ce qu'on lui veut, parce qu'il peut faire maintenant, il a un espace des possibilités qui lui est donné, et donc il va pouvoir voir un peu quelles sont les grosses oppositions qu'il peut faire entre les différents types de stimuli qu'on lui propose. Et puis on a plein d'essais, donc on peut un peu moyenner le bruit qui serait lié à une seule réponse. Alors, si je commence à expliquer tout comme ça, on n'est pas au bout, mes amis. Alors, le premier problème, donc, de se débrouiller avec la variabilité de la parole. Bon, vous le savez, la parole est un signal très variable, suivant les différents types de voix, suivant notre émotion, suivant qu'on parle fort ou faiblement. On va changer complètement le pattern spectro-temporal de ce signal acoustique. Et pourtant, on perçoit de façon assez stable les phonèmes. Un bon exemple est la place d'articulation, puisque vous savez que rien que de mettre une voyelle A ou une voyelle I après un B, ça va changer le spectre, le signal, et donc on se demande évidemment comment on peut partir d'un signal aussi bruité. Et pourtant, nous n'avons aucun problème. Les animaux peuvent bien sûr être entraînés à percevoir, à discriminer des sons de la parole, mais généralement, en gros, ça reste limité, généralement sur le set de stimuli sur lequel ils ont été entraînés, ou alors ils ont du mal à généraliser sur, par exemple, avec de la coarticulation différente. Donc, et en tout cas, c'est jamais quelque chose qui semble très spontané, c'est-à-dire qu'il faut quand même un entraînement, même si bien sûr, on ne dit pas que l'homme est sorti de la cuisse de Jupiter et qu'il n'y a pas des continuités entre les animaux et les humains. Et donc la question qui se pose, c'est le bébé, d'où est-ce qu'il part? Est-ce qu'il est obligé d'apprendre tout ça, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de propriétés dans sa perception qui existent dès le départ? Donc c'est pour ça que ce qu'on a fait dans le laboratoire, c'est de prendre un petit peu les grandes propriétés de la phonologie décrites chez l'adulte, par exemple le fait qu'on perçoive les phonèmes de façon catégorielle, qu'on normalise à travers les voix, la coarticulation, donc des propriétés très fonctionnelles, et de les appliquer
sur le bébé et de voir s'il se comporte pareil ou pas du tout, ou s'il y a des différences. Donc évidemment, la première chose, c'était notre très vieille manip, c'est de savoir si les bébés sont capables de discriminer des syllabes et quel type de réponse on aurait. Donc je vous montrerai beaucoup ça, des petits bébés avec des électrodes sur la tête, c'est totalement anodin, et on enregistre l'activité électrique qui suit la présentation d'une syllabe. On est obligé de répéter les essais, parce que vous avez un grand bruit de fond, le cerveau fait plein de choses, parmi lesquelles répondre à la syllabe, mais on répète les stimuli et on fait un moyennage. Et quand on moyenne, on obtient, par exemple, après une syllabe ba, on obtient cette jolie réponse avec une carte. Donc chacune des électrodes ici vous donne un voltage qui est traduit en couleurs. Et donc vous voyez que si on répète la même syllabe, ba, 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 vous avez une diminution de la réponse évoquée. Ça, c'est un principe classique. Le cerveau s'habitue. Et puis, lorsqu'on change, donc vous voyez qu'il y a c'est la trace rouge, l'amplitude devient plus élevée. Et donc après, on peut faire des stats et voir que les bébés, effectivement, lorsqu'on change, donc là, on étudie la réponse à la même syllabe qui est ba, mais suivant qu'elle ait été présentée dans une séquence où elle se suit elle-même, ou suivant qu'elle ait été présentée dans une séquence où ga précédait le ba, vous avez une réponse au changement de syllabe. Et donc, vous pouvez en déduire que le bébé a discriminé entre les deux syllabes ba et ga. Alors là, c'était exactement les mêmes stimuli. Maintenant, ça, c'est des nouveau-nés. Donc, vous voyez, je vais osciller entre nouveau-nés et premier mois de vie. C'est simplement des conditions de facilité de test. Lorsqu'on prend à nouveau, là, c'est PATA, un autre contraste, mais là, c'est toujours dit par le même locuteur ou par différentes femmes, en l'occurrence, et vous voyez qu'on obtient la même réponse de discrimination. Donc, ça ne les gêne pas du tout d'entendre ces phonèmes, ces syllabes prononcées par différents locuteurs. Alors, est-ce que maintenant les phonèmes, donc là ils sont indifférents à une grosse variation de voix, est-ce qu'ils sont par contre capables de percevoir des petites différences? Donc ça c'est aussi une très vieille étude, où là on a 3 types d'essais, donc ba 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 ba, à nouveau une stricte répétition de la même syllabe, da 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 ba, on change, alors ce sont des stimuli synthétiques synthétisés par Janet Werker. Donc vous savez toute l'histoire sur la perception des phonèmes natifs et non natifs, mais là on n'a pris que des natifs pour les Français, donc da 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 ba, même histoire que précédemment, on va avoir un changement entre la série de syllabes répétées et la dernière, et puis là aussi il y a un changement, mais on est à l'intérieur de la catégorie ba, donc le stimulus, la différence sur le plan du continuum est la même quand on vient de ce point vert vers le point jaune que lorsqu'on vient du point rouge vers le point jaune, mais évidemment, ici, on franchit la barrière, la frontière catégorielle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? À nouveau, donc là, vous avez un tracé de potentiel évoqué qui vient d'une électrode, donc l'habituation quand on répète la syllabe, et puis une augmentation d'amplitude qui va être d'autant plus importante qu'on traverse la frontière. Et donc là, c'est la topographie en situation de répétition. Quand on a un changement à l'intérieur de la catégorie, donc vous voyez qu'il y a des systèmes acoustiques qui perçoivent tout à fait que ce n'est pas exactement le même stimulus, mais lorsque vous avez un changement de même ordre acoustique, mais qui franchit la barrière, vous avez une réponse beaucoup plus élevée avec des différences significatives entre les deux conditions. Donc à l'époque, on avait dit, ben voilà, regardez, les phonèmes sont perçus de façon catégorielle, et on en a une trace en potentiel évoqué chez des enfants de 3 mois. Alors, la coarticulation, ça c'était un peu plus difficile. Il y avait déjà des expériences comportementales sur la perception catégorielle, donc ce n'était pas vraiment une nouveauté, c'était simplement de montrer que c'était une réponse assez rapide, parce qu'elle est à la même vitesse que les réponses précédentes, donc à peu près 300 millisecondes. Vous voyez, quand il y avait juste baga ou ça, tout ça, c'est à peu près au même temps, donc il n'y a pas de coût supplémentaire de passer à cette représentation, disons, avec des caractéristiques phonétiques. Et donc maintenant, la coarticulation, parce qu'on sait, comme je vous le disais tout à l'heure, que les phonèmes ne correspondent pas à des indices acoustiques très, très nets, donc en particulier donc, le passage di à du. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté donc, toujours le même type de design. Vraiment, le bébé, il a juste ces séries de syllabes qui arrivent, et donc il peut avoir maintenant
des séquences qui font ba, ban, bé, bi, silence, et puis après il peut avoir gain, ga, gai, bi. Donc en fait, on avait des syllabes contexte où la voyelle changeait tout le temps. L'avantage du français, c'est qu'on en a beaucoup, donc on pouvait en mettre beaucoup. Simplement, la consonne restait constante, versus des essais où on avait toujours les mêmes changements de voyelles, mais aussi un changement de consonne. Donc la question était de savoir si le bébé, en quelque sorte, allait, enfin son cerveau allait s'apercevoir qu'il y avait un élément constant ici et que ici la consonne changeait ou pas. Et en fait, c'est ce qu'on voit, malgré le changement vocalique, quand on passe de ge à be, on a une différence, c'est la situation déviante par rapport à passer de be à be, indépendamment de la voyelle qui était associée. Et donc vous voyez toujours les mêmes types de réponses. Hein. Le nez est là et vous avez toujours cette grosse positivité à l'avant avec une négativité à l'arrière qui montre la réponse de discrimination parce que la réponse au déviant est beaucoup plus forte. Alors, on a voulu faire après quelque chose d'un peu plus lointain. On s'est dit, d'accord, il semble percevoir en fait que, en tout cas, ba, bé et bi sont plus proches que gain, ga, gai et bi. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'ils perçoivent le phonème ou que simplement on a une clusterisation de ces syllabes dans un espace quelconque qui serait beaucoup plus proche que celle qui commence par un ge? Alors, on s'est dit, on va faire lire les bébés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a fait une autre série, un autre paradigme expérimental, où maintenant on présente une syllabe à la fois, donc Guy, ici, et puis au moment où la personne cligne des yeux, c'est juste pour leur donner un indice de faire attention, et puis une seconde après, ils voient une forme visuelle. Donc à chaque fois qu'ils ont eu une syllabe qui commençait par un ge, ils ont un plus jaune, et à chaque fois qu'ils ont une syllabe qui commençait par un be, ils ont une espèce de forme rouge, de barre rouge. D'accord? Donc, c'est jamais présenté en même temps, il y a une seconde d'intervalle, mais j'ai ces syllabes-là avec une forme et un autre type de syllabe avec une autre forme. Et puis, on garde en réserve ba et ga, donc là, on les teste, on leur apprend ça pendant 36 essais, ce qui est quand même relativement peu. Hein. Et puis, on avait gardé en réserve ba et ga sont présentés la moitié du temps avec une forme et l'autre moitié du temps avec l'autre forme. Donc, ils ne peuvent pas apprendre sur ba et ga. Si on a une réponse entre le ba qui est associé avec cette chose-là, différente du ba associé avec le plus jaune, ça veut dire qu'ils ont utilisé le fait que sur les autres syllabes, plus souvent, le ge était avec le rond, enfin le plus jaune et le be avec le... Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont forcés d'avoir extrait la consonne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, voici donc la réponse évoquée visuelle, hein, puisqu'on va regarder maintenant la réponse non pas à un son, mais à la forme. Donc, on voit, donc ça c'est pris sur les électrodes postérieures, donc là où sont les régions visuelles. Donc, vous voyez le potentiel visuel qui apparaît au moment de la forme, mais aussi quand les yeux reviennent. Et puis voilà, dans la situation congruente et incongruente, donc quand le ba ou le ga n'était pas associé avec la bonne forme visuelle, vous avez un aplatissement de la réponse par rapport à la situation congruente. Donc il semble, et on a répliqué depuis cette manip, que les bébés ne sont pas seulement capables de percevoir la syllabe, mais aussi d'entrer à l'intérieur de cette syllabe et là de la manipuler. Parce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est juste une perception et je change, mais je garde en mémoire quelque chose pour ensuite l'associer à une forme. C'est pour ça que je l'appelais les bébés lecteurs, parce qu'en fait, c'est le principe de la lecture, même si là, c'est simplement une expérience un peu minimale, mais d'associer un phonème avec une forme visuelle. Les reviewers n'ont pas été convaincus par le Reading Baby, ils m'ont demandé d'enlever ça. Mais bon, c'est juste quand même pour vous dire que donc, il semble que ça soit assez facile pour des bébés si leur attention est attirée au bon niveau d'analyse, ils peuvent aller récupérer les phonèmes. Donc, si je résume un petit peu ce que je vous ai dit jusque-là, à travers ces expériences, peut-être un peu rapidement, mais en tout cas, quand on regarde avec les potentiels évoqués, on voit des réponses de discrimination qui
semble réunir l'ensemble des caractéristiques fonctionnelles d'une perception phonétique chez l'adulte, puisqu'il y a une normalisation à travers les voix, il y a une perception catégorielle, il y a une normalisation même quand on a des syllabes très variables, et éventuellement il semble les manipuler. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a toujours pas le code que peuvent utiliser les bébés pour faire ça. On a simplement, ils sont capables de le faire. Et donc, est-ce que c'est... basé sur la syllabe complète, ou est-ce qu'ils ont une représentation des phonèmes ou éventuellement des traits phonétiques? Bon, on ne peut pas vraiment le dire avec ce type d'expérience. Néanmoins, maintenant, nous avons des nouvelles méthodes pour regarder un petit peu ce qui se passe. On l'a fait avec Giulia pour son doctorat. Donc on a eu un super casque. Vous voyez, maintenant on avait 128 électrodes, maintenant on en a 256 en particulier parce qu'on a une grille maintenant sur les régions temporales. Là où il y avait une électrode, on en a maintenant 7. Vous voyez, ça fait des petits clusters comme ça. Donc ça nous permet d'avoir une image très précise des réponses temporales. On a testé des nouveau-nés, enfin des 3 mois endormis, vous allez voir pourquoi on a besoin qu'ils dorment. Et on a testé 120 syllabes différentes. C'est pour ça qu'on a besoin qu'ils dorment, parce qu'on a besoin de beaucoup de présentations. Donc c'est plus simple quand ils dorment. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté des syllabes qui variaient soit le long de la place d'articulation, be, de, ge par exemple, soit le long de la manière, be ou me, associées avec la voyelle I ou la voyelle O, produites par un homme et par une femme, et chacun des locuteurs, et pour chaque catégorie, la produisait 5 fois, donc on avait aussi une variation acoustique. Et donc on a représenté une syllabe par seconde pendant 1 heure, donc à la fin on a 3600 réponses par enfant. Alors c'est pour ça qu'ils dorment, parce que sinon, éveillés, on ne l'aurait pas imposé ça, mais une fois endormis, on peut en profiter pour les tester. D'ailleurs, c'est une des grandes avantages du sommeil, c'est que chez le bébé, là, ça semble très bien passer, la parole. Même en IRM, on voit des réponses dans les régions temporales sans problème, même quand ils dorment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, on a un potentiel évoqué qui est absolument magnifique, parce qu'on a tellement Et donc, à nouveau, vous voyez cette positivité antérieure et cette négativité postérieure, très caractéristique du potentiel évoqué auditif de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait surtout? On va faire maintenant des classifications, c'est-à-dire on va rentrer ça dans des systèmes où on rentre directement la réponse et on demande à l'ordinateur de nous classifier si le bébé a entendu par exemple un be ou un de. Donc on regarde directement la réponse et on examine comment les classifieurs linéaires peuvent séparer les réponses en fonction de ce qu'on dit que le bébé a entendu. Est-ce qu'il retrouve la même chose directement dans le signal neurologique? Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement de montrer que ils peuvent discriminer, enfin ces classifieurs peuvent discriminer des réponses en regardant juste la réponse neurale, le potentiel évoqué chacune des réponses qu'on leur a rentrées, mais aussi de voir s'ils peuvent généraliser, donc à travers, par exemple, les voix, les voyelles et toutes ces variations qu'on a introduites. Alors, voilà, effectivement, on peut décoder la manière, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y a une différence temporelle entre me et be, et donc ça, c'est très marqué dans du signal électrique. Et donc ça, on l'avait mis un petit peu par sécurité en se disant si on n'a rien, on aura au moins la manière, parce que c'est be et me, les caractéristiques physiques du stimulus, même si on a essayé évidemment de les diminuer au maximum, ça reste quand même très important dans l'enveloppe. Donc, ce n'est pas très étonnant. Vous voyez, on décode sur... Donc, c'est les performances du classificateur. Donc, là, il décode si c'est obstruante ou sonorante, par exemple, à un score de 70% dans les 200 premières millisecondes de la réponse évoquée du bébé. La place, alors vous voyez, la place c'est plus difficile, c'est plus bruité. On avait trois classes aussi, contrairement à la manière où on n'en avait que 2. Mais
le décodeur est capable de marcher et trouve à nouveau, vous avez ici les parties significatives. Donc vous voyez, ça monte beaucoup moins haut, hein, on n'est qu'à 54%, mais c'est tout à fait possible. On peut aussi décoder les voyelles. Alors là, comme elles arrivaient, hein, c'était des syllabes CV, ben on le décode un peu plus tard, puisque le signal, évidemment, il faut le temps que la voyelle arrive, et donc on décode aussi les voyelles I et O. Là, ce n'était pas très dur non plus, puisqu'on sait qu'elles sont assez différentes. Donc ça montre que malgré toutes ces variations qu'on ait mises, hein, parce qu'évidemment quand on décode la place ici, on la décode à travers les deux manières, ou quand on décode la manière ici, on la décode à travers les trois places, les voix, les changements de voyelles. Vous voyez qu'on arrive, donc il y a suffisamment d'informations dans le signal pour qu'on puisse, rien qu'en regardant essai par essai, les assigner à telle ou telle classe de phonèmes. Alors, comme je vous disais, ça ne suffit pas. Ce qu'on veut maintenant, c'est de savoir si effectivement, si on entraîne ces décodeurs sur la voix de l'homme, est-ce qu'elles peuvent généraliser? Donc on teste ensuite les décodeurs sur les réponses à la voix de la femme. Et effectivement, ça marche toujours. Vous avez donc les performances ici des deux décodeurs pour la place d'articulation et la manière qui sont capables de généraliser à travers les voix, qui sont capables de généraliser à travers les voyelles. Donc on s'y attendait un peu, parce que ça fait partie de... Mais là, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'ils sont capables de généraliser à travers l'autre trait phonétique, hein, c'est-à-dire, est-ce que si je l'entraîne les décodeurs sur be versus me, est-ce qu'ils vont généraliser sur de versus ne? D'accord? Donc c'est vraiment deux phonèmes différents, enfin vous le savez mieux que moi, je suppose qu'il y a des linguistes ici, mais ils ont le même trait phonétique. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit deux types de réponses. Donc dans la première partie, vous n'avez aucune différence entre les deux courbes bleu clair et bleu foncé. Ça veut dire que j'apprenne, j'apprends sur be-me et que je généralise sur un autre set be-me, c'est-à-dire là, si mon décodeur marche, il devrait marcher à nouveau. Il n'y a pas de différence avec généraliser sur de-ne. C'est-à-dire que je généralise sans problème, ici et ici, à travers la classe, à travers l'autre trait phonétique. D'accord ? Par contre, dans la deuxième partie, vous voyez ici maintenant, la courbe bleu foncé est beaucoup moins bonne, la performance est beaucoup moins bonne pour les courbes foncées par rapport aux courbes claires. Et il y a une différence significative, c'est-à-dire que maintenant, j'ai du mal à généraliser. En fait, je n'y arrive pas du tout pour la place. Hein, vous avez vu, il n'y a rien ici. J'y arrive un petit peu pour la manière, mais je suis beaucoup moins bon. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vraisemblablement, il y a maintenant une intégration. Il y a d'abord une première étape où chacun de ces traits est encodé indépendamment de l'autre. Et puis une deuxième étape, en fait, où ces traits sont intégrés. Et donc maintenant, la représentation ne peut plus généraliser à travers un autre trait phonétique. Donc ça montre deux choses. Maintenant, c'est que les bébés, donc là c'est des 3 mois, on est en train de faire des nouveau-nés, parce qu'on nous a dit peut-être ils apprennent ça dans les 3 premiers mois. J'en doute, parce que quand même la place et la manière, c'est pas la manière peut-être, la place, c'est pas quelque chose qu'ils sont capables de produire, donc parce qu'on m'a opposé le fait que peut-être c'était la relation avec la production aussi qui expliquait ça. Donc on est en train de généraliser à des nouveau-nés, je n'ai pas encore les résultats, mais l'idée est quand même qu'en tout cas, très rapidement, ils sont capables de coder les spectres, ce signal spectro-temporel très compliqué le long de traits phonétiques. Et alors pourquoi on pense que c'est important? Parce qu'en fait, si vous avez un système avec beaucoup de bruit et si vous avez un espace vectorisé et que vous projetez ce signal uniquement sur les vecteurs, à ce moment-là, vous récupérez un signal assez propre derrière. Vous n'avez plus que ce qui est pertinent. Et vous pouvez après bâtir à partir de ce système. Donc c'est ce qu'on pense, ça pourrait être ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ait un système d'encodage qui va permettre de réduire le bruit en ayant donc un système, un espace avec un certain nombre de vecteurs d'un nombre réduit qui correspondrait
Heureusement pour les linguistes au trait phonétique, et heureusement pour nous parce que ça nous a donné l'idée d'aller les chercher, mais et qui permettrait ensuite des combinaisons. Donc c'est pas la syllabe qui est, en tout cas comme ça avait été dit pour les enfants, ils perçoivent d'abord la syllabe, qui vont pouvoir apprendre à extraire les phonèmes, puis ensuite éventuellement les traits phonétiques. En fait, on a vraiment là plutôt des traits phonétiques qui vont être recombinés en phonèmes. Alors après, on ne sait pas si ça rentre directement en phonèmes, en syllabes ou pas en syllabes, ça on est sûr, parce qu'on n'a rien sur la syllabe dans ces choses de décodage. Et après, si ça rentre directement dans un lexique ou pas. Voilà. Alors, mon deuxième point, c'était qu'il fallait arriver maintenant à segmenter la parole, puisque le bébé il débarque dans quelque chose qui est très continu et il va falloir qu'il trouve les mots. Alors, bon, vous allez me dire, en fait, non, il possédait des mots en isolation, mais on sait bien qu'il y en a quand même peu de produits quand on parle avec le bébé. Il y a évidemment des indices prosodiques, hein, ça c'est tout à fait vrai, et il y a eu beaucoup de travail là-dessus, mais je voulais revenir sur ce qui avait été proposé par Jerry Safran, Elissa Newport et Dick Aslin sur le fait qu'ils pouvaient utiliser des calculs statistiques et les probabilités de transition entre syllabes. Je pense que vous avez sans doute entendu parler de cette étude très ancienne, 96 déjà maintenant, le temps passe. Donc vous entendez... Pardon. Vous entendez cette suite de syllabes qui est totalement plate, artificielle. Simplement, elle est construite de telle sorte que à chaque fois que vous avez... Enfin, c'est une suite de 4 mots de 3 syllabes. Donc, évidemment, à chaque fois que vous avez loup, vous avez ti. À chaque fois que vous avez ti, vous avez va. Mais par contre, l'outiva étant un mot suivi par n'importe lequel des 3 autres mots constituant cette mini-langue, vous avez tout d'un coup une probabilité de transition qui chute puisque l'utiva peut être suivi par Fobumi ou Dinago ou Sakozu. Donc maintenant, elle est plus qu'à 1/3. Et donc la proposition qu'avait fait Jerry Safran à l'époque et ses collaborateurs, enfin, ou plutôt... bref, c'était que les bébés pouvaient utiliser cette chute dans la probabilité pour segmenter la parole et extraire les mots. Et donc c'était du comportement, elle leur représentait donc après une liste de mots Dinago, Lutiva, Fobumi, Sazogu qui étaient vraiment les mots, ou ce qu'ils appelaient des parties de mots, c'est-à-dire voilà, Nago, Lu, c'est-à-dire la fin du mot vert ici, et puis le début du suivant, etc. Et ils ont regardé, quand on présente ça aux bébés, eh bien, les bébés sont surpris quand ils entendent ce genre de choses, ils ne s'y attendent pas, et donc ils regardent plus longtemps le haut-parleur dans ce cas-là. Alors, c'était des bébés de 8 mois. Alors nous, on s'est demandé plusieurs choses parce qu'effectivement, l'interprétation, c'était que les bébés avaient segmenté la parole pendant la présentation et ensuite donc avaient mémorisé en quelque sorte après la segmentation ces mots et étaient surpris quand ils avaient quelque chose qu'ils ne mémorisaient pas. Mais en fait, ça pourrait être fait tout à fait à ce moment-là, c'est-à-dire on n'a aucune évidence qu'ils segmentent pendant cette partie-là, on leur présente maintenant des triplets et ils peuvent faire le calcul uniquement d'Inago, récupérer à ce moment-là dans une mémoire de bas niveau ce qui se passe et puis différencier les deux comme étant l'un plus familier et l'autre moins familier sans que ça voulût dire forcément qu'ils étaient capables de segmenter cette chaîne de syllabes et de la mémoriser. Et puis, est-ce que vraiment la représentation est très précise et à quel âge on peut le faire? Donc, c'était un petit peu les idées qu'on avait quand on a commencé cette manip avec Anna Flo, qu'il avait déjà faite avec Jacques Meller pendant ces dernières années à Trieste. Elle l'avait fait en spectroscopie dans le proche infrarouge. Je pense que Judith a dû vous parler de ce genre d'études. Et avec Anna, on voulait le refaire avec les potentiels évoqués parce qu'on a une sensibilité pendant la familiarisation qui est peut-être supérieure en tout cas une sensibilité temporelle certainement supérieure à la NIRS. Et donc, on a refait. Et puis, on a continué avec Lucas Benjamin, qui est dans la salle aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est des nouveau-nés.
Et alors, à nouveau, on joue sur le fait que le son passe même quand ils dorment, donc ils sont testés endormis, parce que ça nous permet de présenter des expériences beaucoup plus longues que lorsqu'ils sont réveillés. Ça, c'est aussi un avantage de l'imagerie, c'est qu'on cherche directement ce qui se passe dans le cerveau, on n'a pas besoin de réponse comportementale, et donc on peut utiliser le fait qu'ils soient endormis. Donc, ils ont 60 secondes de silence, puis on leur présente une série de syllabes totalement aléatoires, hein, la probabilité de transition entre chacune est plate, puis on les fait apprendre, donc, comme dans l'étude de Safran, donc vous avez 4 mots de 3 syllabes, donc vous avez des probabilités de 1, et puis à la fin du mot, ça chute. Et puis on les teste avec des mots isolés, et puis on remet du random et à nouveau du repos, juste pour enchasser la partie d'apprentissage et éviter de comparer des effets de temps qui pourraient se dérouler dans l'expérience si on comparait juste, par exemple, à ce qui se passe pendant la série structurée et la série aléatoire. Donc on a mis aussi de l'aléatoire. Enfin bref, ça c'est des détails techniques. Et donc là, juste pour vous montrer ce qu'on peut obtenir avec le EG, ce type d'enregistrement, eh bien ce sont des fréquences. Si vous avez une syllabe, puisque c'est des syllabes totalement artificielles, hein, donc une longueur précise, si cette syllabe arrive de façon très régulière, ben vous allez avoir une réponse qui va être très régulière. Donc on peut maintenant se centrer sur la fréquence de la syllabe et regarder si dans tout le signal, on a une augmentation de la puissance à cette fréquence par rapport aux fréquences adjacentes. D'accord ? Donc ça, c'est très simple. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous avez, à la fréquence de la syllabe, vous avez un pic. Ma flèche n'est pas au bon endroit. Il est là, à 4 Hz, puisque c'est une syllabe... oui, c'est ça, c'est une syllabe tous les 250 millisecondes. Et vous avez, donc à 4 Hz presque, vous avez toutes les électrodes qui sont entraînées par le fait d'entendre une syllabe. Donc elles répondent à chaque fois. Et puis, si vous découvrez les mots, c'est-à-dire maintenant qu'ils sont groupés par 3, vous devriez avoir, au bout d'un certain moment, l'apparition d'une fréquence au mot. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une chose beaucoup plus lente qui va apparaître et qui va répondre toutes les 3 syllabes si le bébé découvre que les syllabes sont groupées par 3 et commence à faire, donc à segmenter, ou en tout cas à faire des morceaux de 3 syllabes. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez donc, ils continuent pendant la partie structurée à avoir une réponse syllabique, mais ils ont maintenant une réponse à la fréquence du mot. Bon, évidemment, ces fréquences n'existent pas du tout quand il n'y a rien qui se passe. Donc c'est bien un résultat de notre stimulation. Et évidemment, on veut voir si les différences ici sont significatives par rapport à la partie random, et c'est ce que vous avez ici. Il n'y a pas de différence sur la puissance à la syllabe quand on compare la série structurée et la série aléatoire, mais au mot, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes différences. Donc il y a bien une perception, enfin une segmentation de cette série en groupes de 3. Et ce que montre aussi Anna dans son papier, c'est que donc là vous avez l'évolution en fonction du temps. Donc vous avez le silence, la partie aléatoire, l'apprentissage et puis les parties test. Évidemment, on voit que la réponse à la syllabe augmente puis au bout d'un moment diminue. Et vous voyez l'augmentation au mot qui nous permet de dire qu'au bout de 2 minutes, ils ont commencé à segmenter. Donc c'est intéressant parce que là, on voit vraiment online, si je puis dire, la segmentation de ces séries qui arrivent à isoler, donc le bébé arrive à isoler ces chunks, mais ce que je voudrais quand même vous faire remarquer, c'est que ces bébés sont endormis. Donc, ce qui prouve que ce système est extrêmement puissant. On sait que maintenant, que les analyses statistiques de l'environnement, c'est la base d'apprentissage de tout cerveau, hein, pas seulement humain, chez les animaux, etc. Mais vous voyez comment ce système est puissant. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que des fois, on pense qu'il y a des choses parce que nous, on met du temps à les présenter, c'est compliqué sur le plan cérébral, mais vous voyez que là, c'est quelque chose qui est très efficace. Voilà. Et donc après, on peut se demander si ce n'est pas seulement localement, est-ce qu'ils se souviennent de quelque chose. Donc ils sont testés
pendant cette partie-là avec des triplets. Alors on a repris le test classique de Géry Safran, c'est-à-dire on met des mots comme dinapo ou des parties de mots comme napolou, mais on avait ajouté deux conditions supplémentaires, à nouveau un avantage de l'imagerie, on peut tester plus. Et donc on a ajouté ce qu'on appelle des mots de bord, c'est-à-dire que les deux premières syllabes sont OK, mais la troisième, c'est une bonne syllabe à la troisième position, mais pas celle du mot. C'est la troisième syllabe d'un autre mot. Et là, des non-mots, parce que on commence donc bien par B1, C1, mais là, c'est la première syllabe du mot qui se retrouve à la fin. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est dit, maintenant, on teste quelque chose qui est lié à la mémoire. Et donc, ce n'est pas le tout de segmenter, il faut mémoriser. Comment c'est mémorisé? Ce n'est pas les mêmes structures qui vont mémoriser et qui vont peut-être faire le calcul des probabilités de transition. Et dans la mémoire, on sait que si je vous demande de répéter une liste de mots que je viens de vous dire, vous allez faire des mélanges, vous n'allez pas très bien vous souvenir, ou vous allez très bien vous souvenir de la première et de la dernière, mais pas forcément de ce qui est au milieu. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux autres conditions supplémentaires. Là, vous avez les potentiels évoqués, et en gros, la seule chose que vous devez retenir, c'est que regardez, quand on compare tous les mots qui commencent par la bonne première syllabe versus tous les mots qui commencent par la deuxième syllabe, et vous avez une différence qui est très évidente dès le départ, dès la première syllabe. Donc, ces bébés n'ont pas seulement encodé, mais ils ont mémorisé la série de premières syllabes possibles, parce que quand ça ne commence pas par là, on a une différence tout à fait nette dans les potentiels évoqués. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, ils ont oublié leur probabilité de transition. Parce que les deux types de mots ici ont une probabilité de transition à 0, puisqu'ils n'ont jamais entendu B1 suivi de C2, ni C1 suivi de A1. Et là, il n'y a pas de différence supplémentaire pour ces anomalies de probabilité de transition. Donc c'est assez marrant, et c'est ça aussi que permet l'imagerie, c'est qu'on est passé d'un système qui fait le calcul online, un système de mémoire qui, lui, a des propriétés différentes, qui n'est pas encore parfait. Des adultes testés dans la même situation nous sortiraient le mot complet. Les bébés ont commencé à encoder le mot, mais ils sont beaucoup plus limités, et jusqu'ici, ils n'arrivent qu'à encoder la première syllabe, et ils ont oublié les probabilités de transition. On est dans un système maintenant, ou en tout cas c'est ce qu'on a testé, un système de mémorisation, qui n'est plus dépendant du système des probabilités de transition. Voilà. Bon, alors maintenant je voulais vous parler comment les bébés associent. Maintenant on voit donc qu'ils sont capables de récupérer des formes verbales qui vont être assez robustes, puisqu'ils ont toutes ces capacités de normalisation, etc. Donc quand ils savent exactement que, je ne sais pas, alors là, ils ne se souvenaient que de la première syllabe, mais disons que c'est Dunapo, c'est pas autre chose. Normalement, d'après ce que je viens de dire, ça devrait être assez bien codé. Alors la question maintenant, c'est, si j'ai entendu beaucoup des Dunapo, est-ce que je suis capable de savoir que Dunapo, ça s'associe à quelque chose, et ça représente ce quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, les mots servent à quelque chose? Une fois que j'ai extrait ça, alors, je voudrais vous présenter, vous la connaissez peut-être, c'est une expérience de Sandy Waxman que quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle présente à des bébés de 3 mois, ou 3-4 mois, une image comme ça, et puis encore, c'est du comportement, et puis là, tout d'un coup, les bébés doivent, on regarde s'ils s'orientent plutôt vers l'une ou vers l'autre. Et donc, on espère que s'ils ont repéré que toutes ces images avaient des traits communs, à savoir des pattes, une tête, enfin une espèce de forme où on peut distinguer des appendices qui en sortent, eh bien, le poisson-là, il est assez différent. D'accord ? Et donc, normalement, il est nouveau, il devrait s'orienter vers le poisson. Or, ils ne le font pas. Par contre, elle a fait une deuxième manip où c'est exactement la même chose, mais elle dit maintenant, regardez un Thomas. C'est un Thomas, le beau Thomas, il y a un Thomas. Bon, à chaque fois que l'image est présentée, il y a une toute petite phrase avec le mot Thomas. Et là, que font les bébés? Ils s'orientent vers le nouveau. C'est des bébés de 4 mois. À 6 mois aussi, donc ils répliquent. Alors on me dit, c'est simple, c'est parce que vous parlez, donc ils sont plus attentifs et du coup ils notent. C'est pas seulement ça, parce que lorsqu'on joue la parole à l'envers,
ils n'y arrivent pas. Vous voyez, ils sont à 50%, donc au hasard. Ou quand on met des tons, ils n'y arrivent pas. Donc c'est vraiment parce qu'ils ont compris, où on a attiré leur attention avec de la parole vers le fait qu'il y avait quelque chose qui était toujours répété, qui avait des caractéristiques communes et qui était associé à une forme verbale qui était toujours commune. Et donc, que ça devait servir à quelque chose. Alors, il y a plusieurs autres manips chez des enfants plus ou moins jeunes qui montrent effectivement, dès qu'on nomme quelque chose, on facilite les traitements cognitifs qui sont derrière. Alors, évidemment, je suis par nature agnostique, donc j'ai voulu répliquer avec mes méthodes à moi, c'est-à-dire avec de l'imagerie. Donc on a fait la même chose. On a présenté à nos bébés de 3 mois, avec leur filet sur la tête, 2 catégories d'objets, des pauvans et des cafous. Donc les uns sont plutôt des oiseaux avec plein de formes, à la fin on a 180 images différentes, ou des objets plus mécaniques, dirons-nous. Et on avait 2 groupes d'enfants. Un premier groupe où on disait cafou et on lui présentait une image après, donc toujours avec un délai d'1 seconde entre le moment où on donne un label et le moment où on présente l'image. Et puis un deuxième groupe où on a fait l'inverse, on leur a présenté l'image et ensuite on a dit pauvron, là en l'occurrence, puisque c'était l'oiseau. Pareil, on les entraîne très peu, 36 essais à chaque fois, donc c'est vraiment peu par rapport à ce qu'on pourrait faire chez l'animal. Et puis, on les teste à nouveau en mettant des essais incongruents, c'est-à-dire que là, ils avaient le cafou, par exemple, et ils ont eu l'oiseau au lieu d'avoir ce qu'ils attendaient. Et donc, vous voyez, comme tout à l'heure, donc vous avez la réponse incongruente, congruente, la différence, et puis après, quand on fait des tests, ce qui est vraiment significatif dans cette réponse. Et vous voyez, à nouveau, quand c'est incongruent, vous avez un écroulement de la réponse, comme tout à l'heure. Donc là, c'est pour la réponse visuelle, donc on regarde essentiellement sur les électrodes visuelles, mais là, c'est une réponse auditive. Et vous voyez la même chose, c'est-à-dire vous avez un écroulement de la réponse quand le mot n'est pas le mot attendu, étant donné l'image qu'ils avaient vue avant. Puis en plus, on a une réponse lente après. Donc, vraiment, les bébés de 3 mois sont capables d'utiliser le fait d'avoir un label pour l'associer à une catégorie d'objets, et qui est quand même, il faut d'abord trouver la catégorie, et ensuite il faut associer cette image et être choqué quand on associe le mauvais label. Ils le font en très peu d'essais et dans les 2 directions, c'est-à-dire qu'on aille du label vers l'image ou de l'image vers le label. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on sait dans la littérature, vous avez l'expérience Thomas, vous avez l'expérience Cafou, vous avez quelque part aussi l'expérience Babi Booba où on avait fait un peu la même chose. Et puis, on sait déjà que 3-4 mois, ils savent leur prénom, ils savent papa, maman, donc ils ont déjà appris des mots extrêmement fréquents. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont appris, et c'était ma question initiale, est-ce qu'ils ont simplement appris une association ou est-ce qu'ils ont appris plus? Alors, ah oui, j'avais oublié que j'avais encore un truc encore plus complexe qu'ils pouvaient apprendre. C'est exactement toujours le même dessin expérimental où on associe un mot suivi 1 seconde après d'une image, mais maintenant c'est des règles qu'ils doivent apprendre. Donc, par exemple, à chaque fois qu'ils ont un mot qui est tout la tout, donc la première et la dernière sont répétées, ils voient le poisson rouge. Lorsque c'est AAB, donc les 2 premières syllabes se répètent, ils voient le lion. On ne répète jamais les mots, alors là le vocabulaire est toujours différent. Et évidemment, on fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met des incongruents, c'est-à-dire qu'ils avaient gougouffé, ils auraient dû avoir le lion, ils ont le poisson, donc la question est de savoir s'ils vont être surpris. Et puis, comme on est vraiment très méchant avec les bébés, on s'est dit peut-être que ce qu'ils apprennent ici, c'est juste la répétition, donc on va faire ABB et voir si effectivement Tiloulou, ça va être considéré comme gougouffé. Ils ont juste appris j'ai une répétition ou j'ai pas de répétition. Et donc là, on les associe 50% du temps avec l'un ou l'autre, puisqu'on ne veut pas... Et ce qu'on voit, c'est à nouveau, quand c'est incongruent, c'est aplati, et quand ils sont neutres, ils sont contents. Mais surtout, ils notent l'incongruence. Et ça ne marche... Enfin, le neutre n'est pas... Le tiloulou n'est pas considéré comme un AAB. Ça, c'est Si on les fait... Alors, l'avantage d'avoir mis cette condition,
c'est que pendant le moment où ils ont entendu le mot et le moment où ils vont avoir l'image, il y a toute une période d'attente, il y a 1 seconde d'attente. Or, il y a 2 conditions pour lesquelles ils vont savoir ce qui devrait venir, puisque AAB va être associé, disons, le lion et ABA avec le poisson, mais pour ABB, comme c'est 50-50, ils ne peuvent pas. Et vous voyez que, en fait, là, cette condition est très différente des 2 autres, c'est-à-dire que là, ils n'ont pas d'attente. Donc, ce que nous a permis de montrer cette manip, c'est d'une part, les bébés apprennent à associer des choses quand même assez complexes, un label avec une règle, puisque là, il n'y avait pas de mot constant, c'était vraiment la règle qui leur permettait de savoir quelle était l'image attendue. Ils ne se font pas tromper par la répétition. Donc, ils ont appris 3 règles, en fait. C'est ABB, je ne sais pas, AAB, ABA, je sais. Et ils sont capables d'anticiper, en fait, ce qui va se passer. Donc, c'est quand même, vous vous rendez compte, ils ont 5 mois. Ils ne font rien sur le plan de la production. Enfin, je veux dire, ils vocalisent et ils commencent à babiller. Mais... Et pourtant, toutes ces capacités qu'on décrit chez l'enfant plus vieux, quand on a les moyens d'aller regarder, en fait, ils les ont. Donc, ça nous pose beaucoup de questions et on s'est demandé vraiment, alors, qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce que c'est que cette association? Et en fait, comme dans la manip de Waxman avec les dinosaures que je vous ai présenté au départ, c'est quoi de dire que le langage les aide ou que c'est de... Peut-être que c'est l'attention, mais ce qui nous semblait beaucoup plus logique, c'est de penser que ça soit directement un symbole. Sinon, on ne comprend pas comment on peut apprendre un système symbolique. Mais par contre, si vous avez ce label qui apparaît comme un symbole, vous avez une forme très comprimée pour représenter tout ce qui se passe autour. Pour représenter, par exemple, tous les dinosaures possibles, tous les oiseaux possibles qu'on appelait cafous, tous les mots possibles de cette règle. Maintenant, vous comprimez l'ensemble de ces informations et vous dites c'est un lion pour la règle ou c'est pauvon. Tout ça, ça se limite à pauvon. Donc votre charge en mémoire, elle est beaucoup plus faible. Donc c'est un très gros avantage si vous êtes capable de faire. Alors, comment le démontrer? On s'est dit, si c'est une association, on sait que les associations, elles vont dans un certain sens. C'est-à-dire, si j'apprends A, B, c'est A suivi de B, c'est pas BA. Par contre, si c'est un symbole, vous avez maintenant un signe égal. C'est-à-dire, si je vous dis que cette image est un chat, vous savez immédiatement que chat est associé à l'image. Donc on s'est dit, peut-être un test simple de voir si ce sont vraiment des représentations symboliques, c'est de renverser l'association sans leur faire apprendre. C'est-à-dire, ils ont appris l'image prédit le chat, et tout d'un coup, je présente chat, est-ce qu'ils s'attendent à voir cette image? Alors, c'est ce qu'on a fait dans la manip avec les règles. Je ne vous les présente pas dans le bon ordre, en fait, c'est pour ça. Les règles étaient la première manip qu'on a faite. On a commencé par le plus compliqué. Et donc, vous voyez ici, ils ont appris, comme tout à l'heure, à associer le mimiron avec le poisson rouge. Et puis, tout d'un coup, on présente le poisson rouge et on leur présente un triplet. Et la question était de savoir, donc 50% du temps congruent, 50% du temps incongruent, donc ils ne peuvent pas apprendre quand on renverse. Il faut vraiment qu'ils fassent appel à leurs connaissances précédentes. C'est le seul moyen d'avoir cette différence qu'on voit ici. Alors, je vais peut-être passer un peu vite sur ça. Maintenant, la question, c'est que vous allez me dire, bah oui, comme d'habitude, vous le montrez chez les bébés, mais on n'avait pas pensé à le regarder chez les animaux. En fait, c'est quelque chose qui marche aussi chez tout le monde. Alors, en fait, il y avait une expérience de Joël Fagot, qui est à Aix, dans le sud de la France, il a tout un groupe de babouins qui l'entraînent avec des ordinateurs, et les babouins peuvent aller se tester eux-mêmes, c'est absolument génial. Ils ont un écran tactile, et ils peuvent appuyer sur l'écran, et ils font plein d'essais comme ça, donc c'est une réserve très intéressante de données. Et donc, ils les entraînent, ils voient un nounours ou ils voient une voiture, et quand ils voient le nounours, ils doivent l'associer au nombre 2, et quand c'est la voiture, au nombre 1. Donc un petit peu comme on l'a fait. Alors déjà, apprendre ça, ça leur demande des milliers d'essais, mais ils y arrivent. Et tout d'un coup, il leur présente les paires à l'envers, c'est-à-dire qu'il met le numéro, et maintenant il attend normalement, il devrait appuyer sur la voiture, disons. Et vous voyez qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Ils ne sont pas différents de la chance, c'est-à-dire ils ne peuvent pas apprendre dans le sens inverse. Quoique, vous voyez quand même qu'il y a quelques je les ai soulignés un petit peu, il y en a quelques-uns qui sont un peu meilleurs
que le hasard, mais ça semble être pas très facile, en sachant que là aussi, il faut des milliers d'essais, alors que chez nos bébés, il en fallait extrêmement peu. Alors on s'est dit avec tous ces gens-là que ça serait rigolo de tester non seulement nos enfants, mais des macaques et des adultes, et de voir un petit peu ce qui se passe en IRM, comme ça on verrait aussi quelles sont les régions, et s'il y a des régions vraiment spécifiques à l'humain dans ce cas où on renverse les paires. Donc on leur a fait apprendre 4 labels donc à toutes ces populations chez eux. Donc les macaques ont été entraînés. Et donc 2 paires dans un sens, 2 paires dans l'autre. Et à chaque fois, c'est pas la même image, ça varie en orientation. Ils font ça chez eux. Puis quand ils arrivent le jour du test dans l'IRM, soit ils ont donc des essais congruents, donc le créfila c'est la voiture, incongruent, c'est le poisson qui est associé à ce label, ou on les présente dans l'autre sens, c'est-à-dire que le poisson était appris, il y a les 2 types, pardon, excusez-moi, et vous avez donc dans l'autre sens, c'est-à-dire que maintenant la voiture qui avait été apprise après son label, maintenant on la présente avant le label, et soit ils sont congruents, soit ils sont incongruents. La question est évidemment, est-ce que les macaques vont arriver à, si on leur a appris dans ce sens-là, à savoir que ce sens-là est équivalent. Alors première chose, alors vous voyez toujours, quand on fait des manips chez les macaques dans l'IRM, il y en a 2, 31. Mais ceux-là, ils sont testés plein de fois. Ceux-là, une fois. Vous voyez très bien d'abord que le cerveau est beaucoup plus lisse chez les macaques que chez les humains, mais là, il est même déplissé. Et vous voyez très bien les réponses auditives et visuelles à chacun des stimuli. Et je vous présente juste pour ça, pour vous montrer que quand on dit que l'IRMF n'a pas de résolution spatiale, vous voyez quand même la différence dans le cortex visuel, suivant qu'on commence par une image ou qu'on commence par un son. Donc vous voyez, il y a un petit décalage. La même chose dans le cortex auditif, la même chose chez les humains et chez les singes. Donc nos singes avaient bien appris, étaient bien sages, on a des bons résultats. Maintenant, quand on teste ce qui se passe entre les paires congruentes et incongruentes, vous voyez en rouge, quand c'est dans la forme canonique, donc la paire est présentée dans le sens appris, vous avez des réponses rouges partout. Quand on fait une incongruence, les adultes, c'est tellement facile pour eux que tout répond, c'est énorme. Mais vous voyez que quand on renverse, c'est exactement la même chose, à peu de choses près. C'est exactement, donc vous avez en bleu et en vert quand on a renversé la paire, et en fait, on n'a pas de différence significative entre le sens canonique ou le sens à l'envers. Donc même les sujets, quand on leur demande, ils ne se sont pas aperçus qu'on avait parfois changé le... Alors nos macaques, par contre, donc on voit bien qu'il y a une différence entre incongruent et congruent. Ça reste limité au cortex visuel ou au cortex auditif. Ça ne semble pas remplir l'ensemble, et en particulier des régions frontales chez le macaque. Et il n'y a pas de cluster significatif quand on renverse la paire. Et en fait, on voit qu'il y a une interaction entre congruent-incongruent versus la canonicité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne comprennent pas que quand on renverse, c'est la même chose, contrairement aux humains. Donc la grosse différence, c'est qu'ici, vous n'avez pas de différence entre canonique et renversé, alors qu'ici, c'est exactement la même chose. Donc ça reste limité dans les cortex sensoriels et ça ne généralise pas à la paire inverse chez les macaques. Depuis, on a complété et c'est toujours pareil. Alors, est-ce que je m'arrête, Luigi, ou... Je peux continuer. Alors, chez les bébés, donc à nouveau, on n'a pas pu les mettre dans l'IRM parce qu'on a été bloqué par le Covid. On voulait commencer au moment où a démarré le Covid. Donc, j'ai juste des potentiels évoqués. Donc, ce qu'on voit à nouveau, c'est exactement les mêmes stimuli qu'ont eu les macaques et les bébés. Vous avez donc 2 paires qui vont... donc, c'est à l'intérieur des mêmes bébés maintenant, qui sont dans le sens word, enfin mot-image, ou dans le sens image-mot. Et donc, vous voyez, donc, c'est en pointillé, vous avez toujours un écroulement du rouge, c'est-à-dire de la paire incongruente quand vous présentez la mauvaise association au bébé. Ça, c'est on réplique ce qu'on a déjà vu. Il y a même une réponse tardive, vous voyez ici, pour cette direction-là. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on renverse. Et donc, voilà, je vais y arriver. Voilà, quand on renverse, c'est alors du coup les traits pleins. Alors vous voyez que
dans cette situation-là, on n'a pas d'effet précoce. Hein. Il n'y a pas de différence entre les deux très pleins, vous voyez, pendant la partie visuelle ou pendant la partie auditive. La réponse survient après, dans la partie lente ici, où vous voyez maintenant que les deux réponses vertes sont ensemble, les deux réponses rouges sont ensemble, et c'est le cas ici. Et maintenant, vous avez une différence significative quand on renverse. Donc, contrairement à ce que j'avais pensé au départ, ici, dans ce cas-là, ça leur demande un petit effort, le renversement. Ça se fait immédiatement, mais ça demande un effort peut-être plus explicite, plus, entre guillemets, conscient, peut-être de s'apercevoir qu'il y a eu quelque chose qui se passe. Enfin, en tout cas, c'est moins facile que dans l'autre cas. Vous vous souvenez, quand on a renversé dans la situation où ils apprenaient la règle et les petits poissons et lions, là, tout d'un coup, tout se renversait. Tandis que là, c'est plus subtil. Hein. Ils ont appris deux paires dans un sens, deux paires dans l'autre. Donc, quand on renverse, et puis ils ont appris plus longtemps parce qu'ils ont appris chez eux. Donc c'est une expérience un peu différente. Et là, ça leur demande quand même un léger effort, mais c'est quand même présent en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a soit deux étapes. Il y a de l'apprentissage associatif plus de l'apprentissage symbolique. Et l'apprentissage symbolique est peut-être ou plus lent ou est une deuxième étape. C'est pas clair pour le moment. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir que, en fait, on l'a répliqué plusieurs fois. On n'a pas besoin de réapprendre. Et c'est très différent de ce qu'on a vu chez les autres animaux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraisemblablement que c'est plus la formation externe est remplacée par un label arbitraire qui est un terme équivalent pour la catégorie externe, et ça permet donc d'avoir un storage, comment on dit ça en français, une mémorisation plus efficace, et puis peut-être aussi des opérations internes qui sont beaucoup plus efficaces. Alors, je peux juste vous donner une dernière manip. Je sais que je vous ai complètement déjà abasourdi avec toutes ces... Mais je vais conclure, c'est parce qu'en fait, de tout ça, je vais vous tirer 3 ou 4 éléments. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment on fait, et surtout qu'on voit des évidences vraiment très précocement chez les bébés. Et donc, on s'est dit, s'ils ont des symboles, s'ils ont A, ils devraient avoir non-A. Donc, on s'est dit, si maintenant, on leur présentait, on leur disait que ça, c'est un teuillant, et qu'après qu'ils aient appris ça, on disait teuillant coup, et qu'on leur présente les 3 autres objets. Qu'est-ce qu'ils vont en déduire pour coup? Est-ce que coup pourrait vouloir dire non? Alors, vous voyez comme on s'amuse. Hein. Donc on les a entraînés toujours avec les mêmes mots que tout à l'heure. Hein. Ils voient ça à la maison, donc ils entendent exactement le même paradigme expérimental que ce qu'on teste. Donc ils entendent un mot. Alors là, c'est toujours dans le même sens. Ils entendent un mot, ils voient une image, et ils ont donc les fameux 4 mots à apprendre. Et puis on les fait venir au laboratoire. On continue, donc on veut s'assurer qu'ils ont bien appris les mots, donc on continue à leur présenter ça. Et puis tout d'un coup, on fait glichoukou. Glichou, c'était ça, et on leur présente un autre des 3 images. Et c'est tout. Et on fait ça aussi à nouveau très peu de temps, 36 essais. Et puis après, on les teste. Alors, on a des essais congruents et incongruents, mais qui sont, comme on l'avait tout à l'heure, c'est juste Glichou, on devrait avoir la voiture, et Teuillant, pas la voiture, et du coup, on a la voiture, donc c'est une erreur. Mais Glichoukou, c'est OK d'avoir le crocodile. Mais Teuillant coup, maintenant, si Teuillant est le crocodile, ça c'est faux. Donc vous voyez, on a... et puis là, on leur a mis un nouvel objet. Et donc l'hypothèse, c'est que Teuillant coup, ça c'est OK. Donc Teuillant coup, ici, c'est faux, mais Teuillant coup, ici, c'est correct. Et Teuillant, c'est faux. Voilà. Donc vous voyez, on croise toutes les différentes catégories pour savoir ce qu'ils vont pouvoir faire. Alors... ça, c'était la manip précédente où on montrait incongruent, moins congruent. Dans les paires canoniques, vous voyez, ils le faisaient, ils le refont. Donc on est content, on réplique. Ça, c'est toujours avec les bébés, c'est déjà une satisfaction. Là, c'est le mot qu'on avait gardé de côté. Cette paire-là, on l'avait gardé de côté pour voir s'ils pouvaient généraliser une fois qu'ils avaient appris coup sur les autres. Et vous voyez qu'effectivement, ils le font. L'effet est un peu moins fort, mais ils le font.
Et sur le nouvel objet, alors ils ne le font pas pendant la période précoce, là, pendant la réponse visuelle, mais c'est un nouvel objet, donc c'est très difficile pour eux peut-être ils sont surpris par ce nouvel objet, donc le temps que... Par contre, on a un effet tardif, vous voyez, assez important. Donc manifestement, ils ont appris la négation, puisqu'on a une différence entre les essais congruents et incongruents dans les deux cas. Donc j'en termine là. Donc il semble que les enfants quand même, enfin moi j'appellerais ça symbolique, et qu'ils peuvent appliquer au moins des règles simples comme A et non A. Ils peuvent extraire des capacités assez abstraites comme tout à l'heure de récupérer la structure de mots AAB ou ABA. Et donc on a associé ça au développement. Pourquoi les macaques ne le font pas? Parce que les humains, ils ont un grand frontal qui leur permet de faire ce type de travail. Et vous avez vu que les activations chez l'adulte étaient énormément dans les régions frontales. Et donc on dit que les bébés, pourquoi on pensait que les bébés ne pouvaient pas faire ce genre de choses? Parce que c'est vrai que quand on regarde leur maturation, là vous avez une carte de maturation chez un bébé de 2 mois, bon, les régions très matures sont en bleu, et là c'est pas très mature, donc on pensait que les régions frontales ne marchaient pas chez le bébé. Or, on sait en imagerie fonctionnelle qu'on a des activations chez le bébé, en frontal, par exemple dans Broca, quand on fait une tâche de mémoire de travail, on a des activations dans Broca, là aussi on a des activations liées à l'attention. Donc c'était une erreur de penser que parce que ce n'était pas mature, ce n'était pas fonctionnel. Et donc je pense que si ces réseaux, quand même, tous les neurones sont en place, je vous rappelle, tous les circuits sont en place, il n'y a pas de raison que ces régions qui font de la planification du symbole, etc., chez l'adulte ne le fassent pas chez le bébé. Je veux dire, de raisons liées à... et je ne vois pas comment on peut apprendre les symboles. Donc ça, plus mes données, j'aimerais quand même vous dire que... donc, ils font des symboles. Donc, pour conclure, ce que je voulais surtout que vous souveniez de cet amas de données, c'est que les bébés sont capables probablement de se débrouiller avec la variabilité du signal, peut-être en projetant la parole sur des composants orthogonaux, donc qui seraient les traits phonétiques, donc qui leur permettent de travailler donc dans ces espaces vectorisés, et ensuite c'est recombiné dans les phonèmes. Ils ont des capacités de computation statistique très poussées, même dans le sommeil. Et ils encodent déjà en mémoire, donc on a dit aussi que leur système de mémoire était très immature. Non, ils peuvent commencer à encoder des choses, et ils apprennent facilement et usent des labels pour les catégories. Et donc ces labels, qui sont des représentations assez comprimées, donc peut-être des symboles, peuvent être utilisés dans des opérations ultérieures comme la négation. Donc on est en train de tester d'autres opérations que les bébés pourraient faire, parce qu'on pourrait se demander est-ce qu'ils peuvent les combiner, c'est-à-dire si je donne 2 symboles pour, je ne sais pas, en l'occurrence la vache danse, donc ils savent le symbole pour vache, ils savent le symbole pour danse, est-ce que si je combine les 2 symboles, ils peuvent comprendre ce qui se passe ensuite? Alors, le problème, c'est quand on dit ça, c'est de me dire excusez-moi, ma chère madame, mais ils parlent qu'à 3 ans quand même. Alors, toutes vos histoires de me dire qu'ils font ça dans le premier trimestre, c'est un peu de la blague. Je crois qu'il y a 2 problèmes. Il y a les compétences pour le faire dans des situations très particulières de laboratoire où vraiment on simplifie le travail. Ils n'ont que ça à apprendre, on répète suffisamment pour qu'ils le... Enfin, pas énormément comme chez les animaux, mais ils sont quand même sur un espace réduit d'hypothèses. Et puis ensuite, ils s'en souviennent ponctuellement. On n'a jamais testé s'ils pouvaient s'en souvenir à distance, parce que ce qui peut être un problème, c'est l'encodage à long terme de ce genre de choses. Tout ce qu'on démontre ici, c'est qu'il y a des potentialités dans le cerveau du bébé pour faire ce type de tâches. Maintenant, comment elles sont fonctionnelles dans la vie de tous les jours, on n'a pas du tout testé ça, et à chaque fois, on a des expériences un petit peu réduites sur une ou 2 choses. Donc, mais bon, ça montre que peut-être ce qu'on pensait ou très complexe ou très difficile, en fait, peut être réalisé dans un cerveau très immature, si tant est qu'il ait les bonnes connexions, et donc déjà des régions frontales, et là aussi, c'est des choses à venir et à tester. Voilà, tous les gens qui ont travaillé sur ces données, je vous remercie beaucoup.